Bonsoir, désolé de ce petit retard qui était lié à un problème technique et bienvenue donc dans ce deuxième webinaire du Conseil scientifique d'attaque. Alors je vais essayer de regagner le temps perdu en étant pas trop long pour cette introduction. Juste qu'on a décidé de faire donc ce webinaire consacré au budget et à ce qu'on vient de connaître avec la décision du gouvernement de faire un 49.3 pour faire adopter son budget et qui nous semble bien sûr geste autoritaire mais aussi néolibéral, hein, car le budget, comme on va le voir, est un choix, présente des choix extrêmement importants pour la vie du pays. Et c'est de ça dont on va discuter, mais c'est aussi une note que Attac vient de publier consacrée au financement de la bifurcation écologique et sociale que vous pouvez retrouver sur notre site. Et on va donc discuter ce soir notamment avec les trois rédacteurs de la note, donc Dominique Plion, Ophélie Vildet et Vincent Drezet, membres d'Attac, mais on reçoit également donc Jean-Philippe Gasparotto, qui est membre de la CGT Caisse des dépôts et du collectif pour un pôle public financier. Alors peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche un budget, parce qu'en réalité, on nous en parle, mais on ne parle pas souvent de comment ça fonctionne. Donc déjà, peut-être, Vincent Drezet, est-ce que tu peux nous expliquer comment un gouvernement adopte un budget? Qu'est-ce que fait une Assemblée nationale? Et pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé, en gros, d'avoir recours au 49.3? Bien, bonsoir. Vaste question parce que en réalité, quand on regarde ce qui se passe à l'automne au débat budgétaire, on arrive presque en bout de course d'un processus qui est plus long. Le processus, il commence en réalité au début de l'année, lorsque le gouvernement commence à réfléchir aux premières orientations budgétaires, avec une date importante, c'est le mois d'avril, il transmet à la Commission européenne un projet de stabilité. Parce que dans le cadre de l'Union européenne, et plus particulièrement la zone euro, il y a un certain nombre de critères liés à l'évolution de la dépense publique, notamment des déficits et de la dette publique, mais on en reparlera. Et ce programme-là est très important parce qu'en fonction de ce que le gouvernement propose et de ce qu'il va validé, ça va impacter les choix budgétaires. Donc au printemps, on a cette étape-là qui est importante. Au moment où d'ailleurs Bercy, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des comptes publics, a des discussions avec les autres ministères pour ficeler, si j'ose dire, durant l'été son projet de loi de finances, le valider en Conseil des ministres en septembre, afin qu'il arrive, premier mardi d'octobre, comme on dit, à l'Assemblée nationale. Au printemps, ensuite, il est débattu et à l'Assemblée nationale sur la partie 1, les recettes, puis sur la partie 2, et puis au Sénat, et il est promulgué au mois de décembre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a évidemment le projet de loi de finances en tant que tel est révélateur des choix politiques du gouvernement, mais il est déjà très marqué par ce qui a été validé par la Commission européenne. Ça, c'est le premier point. Il est également très marqué par l'orientation en matière de finances publiques que porte le gouvernement, une orientation pluriannuelle. Je t'explique. Il y a un principe en France qui est qu'on vote chaque année un budget, et puis éventuellement on peut le réajuster en cours d'année, ça s'appelle le projet de loi de finances rectificative, mais tout cela s'intègre dans une vision pluriannuelle qui a de plus en plus de poids, au sens où le gouvernement fait voter, et pour l'instant c'est toujours en débat parce que ça a été rejeté, mais on peut imaginer que le gouvernement passe en force aussi sur cette question, il fait voter une orientation des finances publiques valable 5 ans, donc pour le quinquennat. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête, parce que dans cette orientation, il y a la volonté forcenée de revenir à 3% de déficit public en 2027. Et par conséquent, les choix en matière de recettes et de dépenses sont fortement impactés par, d'une part, ce qui a été validé par la Commission européenne, et d'autre part, par ce qui figure dans la loi de finances publiques pluriannuelle. Donc, on arrive à ce moment-là, au mois d'octobre, début octobre, avec déjà de fortes contraintes, notamment parce que sous la Ve République, c'est le gouvernement de l'exécutif qui en réalité décide. Ce qui a été nouveau cette année, c'est qu'il y a eu un débat, vu la situation parlementaire, la majorité relative et des oppositions assez fortes, il y a quelle qu'elle soit. Il y a eu un débat parlementaire sans doute un peu plus vif que d'habitude. Ça tient aussi au contexte de l'inflation, des questions de pouvoir d'achat, d'inégalité, d'injustice, avec un certain nombre d'amendements qui ont été votés contre l'avis du gouvernement. J'en prendrai deux. Le premier amendement, c'est le relèvement qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, qui taxe notamment les revenus financiers, qui est aujourd'hui de 30%. Alors fortement critiqué à attaque parce que les revenus financiers ne sont plus imposés au barème progressif.
Et le groupe Modem a fait voter un amendement, avec l'appui d'autres groupes, pour le relever de 30 à 35%. De même manière, il y a un autre amendement qui a instauré l'exit tax. L'exit tax, pour faire court, c'est que lorsqu'on est résident français, fiscal français, et qu'on va à l'étranger, cette exit tax, en théorie, impose un certain nombre de plus-values pour que l'État français récupère, si j'ose dire, de l'argent qui était de fait généré par le résident fiscal en France. Et ces deux amendements, notamment, dans un débat parlementaire classique normal, ils auraient dû être intégrés à la loi de finances. Compte tenu d'une part de la situation politique et de la majorité relative et de l'impossibilité du gouvernement de faire passer son projet de loi de finances, et d'autre part de la volonté forcenée du gouvernement de faire passer son projet de loi de finances, mais il n'avait qu'une option, c'était le 49.3, qu'il a appliqué sur la première partie, notamment le volet recettes. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il l'a appliqué alors que allait s'enchaîner, avant qu'il applique ce 49.3, des discussions sur potentiellement le rétablissement de l'ISF et une taxe sur les superprofits, qui est le gros sujet fiscal du moment, et des superprofits faramineux. Une vraie discussion sur cette question-là. De nombreux pays ont un dispositif national et vont appliquer le dispositif européen, et le gouvernement ne voulait se contenter que du strict minimum en appliquant le dispositif européen. Donc, il a coupé l'arbre sous le pied avec ce 49.3. D'accord. Mais alors, du coup, on voit à peu près ce que le gouvernement n'a pas fait. On reviendra justement sur un certain nombre de propositions et de mesures que Attac porte ou que d'autres mouvements sociaux portent. Mais est-ce qu'on peut essayer de préciser ce qu'il a fait? Du coup, en gros, quelles sont les grandes, dans le champ de contraintes néolibérales, en gros, que tu as énoncé avant, que tu as expliqué avant, quelles sont les grandes mesures phares un peu de ce budget qui peuvent en donner un peu l'orientation générale? Eh bien, on va en citer une qui est très révélatrice, c'est la suppression d'un impôt local payé par les entreprises, qui s'appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça va coûter 8 milliards d'euros. Il y avait déjà le gouvernement baissé le taux d'impôt sur les sociétés, baissé ses impôts dits de production, et là, il va encore plus loin en supprimant la CVAE sur 2 ans, ce qui veut dire qu'il exerce une forte contrainte sur les comptes publics, parce qu'il va se priver de 8 milliards d'euros, alors que le contexte montre qu'il y a des besoins sociaux et environnementaux. Et donc, ça, c'est une mesure phare. Après, on pourrait énoncer aussi tous les renoncements, évidemment, on en a énoncé quelques-uns. Mais voilà, ça, c'est une des mesures phares qui exerce une pression et qui continue en plus à déséquilibrer le budget. Ce qui veut dire que le gouvernement n'a pas forcément tiré les enseignements de plusieurs choses. Des travaux qui ont été menés sur sa réforme de la fiscalité du capital en 2017, des travaux qui ont été menés, on peut dire également sur un certain nombre de niches fiscales et sociales qu'on pourra peut-être évoquer dans le débat. Il est resté droit dans ses bottes, dans son orientation, comme s'il n'y a pas eu de crise économique en 2007-2008, comme s'il n'y a pas eu de crise globale à partir de la crise sanitaire depuis 2020. Il continue droit dans ses bottes. Et il faut ajouter à cela, n'oublions pas, dans le même temps, on discute du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui là-haut également est marqué du même sceau, c'est-à-dire que des dépenses qui ne suivent pas l'inflation, donc une baisse en pourcentage pour les dépenses publiques de l'État comme pour les dépenses sociales, avec des mécontentements chez les biologistes par exemple, chez les opticiens, une dépense de l'assurance maladie qui va évoluer moins vite que ce que nécessiteraient les besoins sociaux. Bref, on est sur une politique d'austérité, alors j'allais dire light en apparence, mais qui sur 5 ans devrait malheureusement, si rien n'est fait d'ici là, se confirmer, puisque les projections montrent que sur 5 ans, l'évolution de la dépense publique, elle est inférieure à ce qu'elle était ces 20 dernières années. Ok, alors on va peut-être essayer justement, alors tu dis effectivement une politique light d'un certain point de vue, mais en même temps qui dessine bien une vraie orientation. Dans la note que vous avez rédigée, vous parlez justement, vous proposez une loi organique relative aux lois de finances sociales. Qu'est-ce que vous entendez par là et plus généralement, quels sont les objectifs en gros qu'on peut déjà essayer de décrire en quelques mots pour ensuite voir autour de quelles mesures ces objectifs-là peuvent être atteints. Ophélie, peut-être tu veux revenir sur ce point-là? Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, Vincent en a déjà parlé, mais financer la bifurcation sociale et écologique, ça suppose de mobiliser les finances publiques autour de 2 grands axes. D'abord, il faut réorienter la politique budgétaire et réformer la fiscalité.
Pourquoi réorienter la politique budgétaire? En fait, le gouvernement publie chaque année un rapport sur l'impact environnemental des dépenses de l'État. Donc ça, c'est depuis 2021. Ces données, elles sont intéressantes, mais elles ne suffisent pas à réorienter en fait la dépense publique, puisque le risque, c'est que ce budget vert ne soit pas utilisé pour vanter, ne soit utilisé que pour vanter l'action très ponctuelle du gouvernement, alors que sa politique, elle est globalement contraire aux enjeux écologiques et sociaux du moment. Il y a un cadre budgétaire. Ce cadre budgétaire, il doit être rénové. C'est ce qu'on appelle la constitution financière, donc la fameuse loi organique relative aux lois de finances, c'est la fameuse LOLF. Et sa réforme par la loi organique du 28 décembre 2021, ça privilégie toujours la pression sur la dépense publique alors que les besoins sociaux et environnementaux nécessitent d'autres choix. Du coup, Attac, dans sa note, fait des propositions très concrètes. Il faut d'abord substituer au cadre actuel une loi organique relative aux lois de finances, sociales et écologiques. Alors ça aurait des vertus déjà qui permettraient de remettre la démocratie au cœur de la discussion budgétaire. Ça permettrait donc de revaloriser en fait le rôle du Parlement en matière de mise en œuvre et de contrôle des moyens engagés en faveur de la bifurcation sociale et écologique. Ça permettrait à la population et aux organisations de la société civile d'être associées aux décisions. Être associé aux décisions, ça passe par de l'information, de la consultation, voire même une co-construction. Ça, c'est tout à fait faisable. Et il doit également y avoir beaucoup plus de transparence qu'actuellement. Vincent l'a déjà évoqué, mais il faut remettre en cause le cadre budgétaire néolibéral et son cas postéritaire et orienter des investissements en faveur de la planification et de la bifurcation écologique et sociale. Et là encore, il y a un tas de propositions très concrètes. On peut faire la part belle à des nouveaux indices et des nouveaux indicateurs qui seraient plus tournés vers les services publics, vers des investissements en faveur de la planification de la bifurcation sociale. Donc, très concrètement, on peut aller vers des énergies renouvelables, une agriculture non intensive, favoriser les mobilités et accompagner les reconversions d'emplois, parce que les reconversions d'emplois, c'est pas si simple à faire, ça nécessite de la formation et des aides. Et quand je parle d'aide, là encore, il y a des propositions sur l'organisation et l'attribution des aides publiques, avec là encore une véritable transparence sur les aides qui sont actuellement données aux entreprises et qui incluent les aides directes et indirectes. Avec là encore un contrôle du Parlement sur les conditions et les règles d'attribution de ces aides et sur les résultats obtenus en lien avec un objectif qui est celui de la bifurcation écologique et sociale. Je m'arrête là pour la question. Oui, parce que effectivement, je pense que tu as bien, on va dire, résumé en gros une série de grands enjeux. Concrètement, là aujourd'hui, donc budget 2022, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire que le gouvernement refuse de faire? Quelles sont les mesures, en gros, là, immédiates, concrètes, hein? On est bien sûr dans une situation d'inflation et de montée des prix importants, d'appauvrissement de la population, de crise écologique majeure. OK, donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite dans ce budget 2022? Alors déjà, dans ce budget 2022, mais ce n'est pas mais là, c'est urgent. Je réponds? Oui, vas-y. En fait, il faudrait déjà refondre le système fiscal et donc refondre également la fiscalité écologique dans le cadre de cette réforme globale. Pourquoi? Parce que, et là encore, enfin, Attac ne cesse de le dire, la fiscalité écologique, elle est injuste. Elle est injuste et elle est contre-productive actuellement. Donc déjà, il faut réorienter tout de suite la fiscalité écologique parce qu'elle pèse beaucoup plus sur les ménages les plus pauvres et que sur les ménages les plus riches. Et elle a une double injustice et inégalité parce qu'à cela s'ajoute une inégalité territoriale. Donc, il faut revoir cette fiscalité avec une réforme des systèmes de prélèvement obligatoire également, en fait. Du coup, très concrètement maintenant, il y a une réforme qui s'impose sur toute la fiscalité dans son ensemble avec une meilleure imposition des sociétés, notamment par la taxation unitaire. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait immédiatement. Ça commence à se faire, mais le taux est très, très décevant. Il faut beaucoup plus de progressivité en matière d'impôt sur les revenus et d'impôt sur les patrimoines. Il faut revoir tout ce qu'on appelle les niches fiscales qui sont inefficaces et qui profitent pour beaucoup d'entre elles aux foyers les plus riches. Il faut une remise à plat également de certains dispositifs inégalitaires.
En lien avec ce que Vincent disait, il faut une rénovation de la fiscalité et d'un point de vue strictement écologique, en fait, il faut revoir des qui sont également injustes et inefficaces. La taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, c'est quelque chose qui doit être refondu pour mettre en œuvre une juste taxe sur une forme de justice carbone. Voilà, j'espère avoir répondu assez rapidement. Effectivement, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Hein, effectivement, bon, c'est tous les enjeux effectivement des niches fiscales et de tous les dispositifs inégalitaires. Donc, on voit effectivement qu'il y a ce caractère immédiat et de mesures qui pourraient être prises très vite. Alors, première chose, comment est-ce que ces mesures-là, par rapport à ce que disait Vincent, et le fait que, en gros, le projet de budget passe par l'Union européenne, comment est-ce que, quelles sont les marges de manœuvre, on va dire, d'un État, de collectivités locales, etc., hein, qui sont soumises à ce cadre européen pour justement se libérer pour mettre en œuvre ce que Ophélie disait. Qui veut peut-être revenir là-dessus? Vincent? Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur l'aspect politique monétaire, mais sur l'aspect fiscal, ce qu'on nous serine depuis des années, c'est que on peut pas, on a trop de prélèvements obligatoires. C'est un des combats d'attaque de dire déjà il faut faire de la pédagogie sur à quoi servent les prélèvements obligatoires et de dire que même dans le carcan actuel, on combat par ailleurs, hein, il y a des marges de manœuvre. J'en citerai une en matière d'impôt sur les sociétés. On nous a dit depuis des années qu'on avait un taux d'impôt sur les sociétés trop élevé, sauf qu'on a oublié de dire qu'il s'appliquait à une base très étroite, puisqu'on accepte un certain nombre de déductions, de provisions, d'amortissements en France, qui n'est pas le cas ailleurs. Bref, au bout du compte, aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés en France, c'est 2,2% du produit intérieur brut, et au niveau de l'Union européenne et au l'OCDE, c'est 3%. Ça veut dire que, vraiment, typiquement, juste sur un impôt, l'impôt sur les sociétés, on pourrait le revaloriser, ce qui justifie, par exemple, l'idée d'une taxe sur les super profits qui rapporterait 10 à 20 milliards d'euros. C'est ce qu'on a aussi dit dans le cadre de l'Alliance écologique et sociale. Ok. Alors, on reviendra peut-être hein, sur le cadre européen et les contraintes ou pas que ça fait peser sur les États, mais peut-être pour essayer de penser en gros l'articulation entre ce que vient de dire Ophélie, notamment sur le côté très immédiat et très urgent d'un certain nombre de mesures et des transformations plus profondes. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de quelle forme d'institution pour d'autres financements on a besoin. Et Jean-Philippe fait partie du collectif pour un pôle public financier. C'est des questions qu'il travaille depuis un certain nombre d'années. On va essayer de revenir un peu sur les propositions de ce collectif parce que on est quand même dans une situation où Emmanuel Macron tente apparemment de constituer un pôle financier public hein, qui regroupe la Banque Postale, la BPI, etc. Pourquoi déjà il a fait ce choix-là et en quoi il est différent de ce que le collectif auquel tu appartiens mène comme débat et fait comme proposition. Jean-Philippe. 2019, donc il y a eu la loi Pacte, et dans le cadre de cette loi Pacte, il y a eu une évolution un peu structurelle d'un certain nombre d'institutions financières publiques, et notamment, financières et d'ailleurs non financières comme la Poste, mais notamment Pacte a organisé finalement la prise de contrôle par la Caisse des dépôts de la majorité du capital de la Poste, en échange de quoi la Poste a pris le contrôle total d'une des filiales préexistantes de la Caisse des dépôts, qui était la CNP, la Caisse nationale de prévoyance, donc le premier assureur de personnes en France. Donc en fait, Pacte a réorganisé un peu les outils financiers publics dans le cadre d'une évolution d'une espèce de mécano financier concernant les institutions financières publiques. Et Bruno Le Maire effectivement s'est approprié le discours que par ailleurs nous revendiquait en disant voilà, hein, vous vouliez un pôle financier public, eh bien nous l'avons fait.
Alors qu'en fait, ce que nous revendiquons, nous, au sein du collectif pour un pôle financier public, qui réunit donc un certain nombre d'organisations syndicales et d'associations, ça n'est pas du tout ça. C'est quasiment même le contraire. C'est-à-dire que ce que nous revendiquons, ce n'est pas une opération de restructuration capitalistique au service en fait du marché, hein, ce qu'est le pôle financier public vu par le maire. Nous, ce que nous revendiquons, c'est en fait la mise en cohérence, l'articulation de l'ensemble des institutions financières publiques et le fait que ces institutions financières publiques soient placées sous un contrôle démocratique et citoyen et pour permettre, de par leur capacité d'action, d'investissement, de prêt, de participation, de servir des objectifs d'intérêt général et notamment de servir l'impérieuse nécessité de financer les investissements nécessaires à la bifurcation écologique. Donc, c'est le pôle financier public vu par le collectif, vu par les syndicats, etc., c'est l'idée d'organiser en gros les outils publics financiers, de les coordonner et de les placer sous contrôle citoyen pour s'opposer aux dynamiques de marché et aux logiques de marché qui sont finalement contraires à nos objectifs, notamment de transition écologique, mais aussi de transformation sociale. Donc, c'est de replacer tout ça sous contrôle citoyen parce qu'il s'agit de moyens qui sont finalement relativement énormes si on les rassemble. Hein, maintenant, avec cette opération Pacte, la taille du bilan du groupe Caisse des dépôts, c'est plus de 1000 milliards d'euros. Donc, faisons le rapprochement avec le budget de la nation dont on vient de parler. On voit que c'est quand même pas totalement anodin. Hein, donc, cette capacité d'action qui est derrière ça. Le pôle, enfin la Caisse des dépôts, centralise à peu près 400 milliards d'euros d'épargne populaire au travers du livret A ou du livret de développement durable et solidaire. Donc là aussi, ça donne une idée donc des capacités dont peuvent disposer cet ensemble. Je ne parle pas des moyens dont est dotée la Banque publique d'investissement qui appartient aussi, enfin BPI France, qui appartient donc aussi à ce pôle. Donc en fait, ça n'est pas tant une question de propriété capitalistique, qui est importante, qui est même fondamentale, qu'une question de mission et de contrôle et de transparence par rapport à ces outils qui sont la propriété de la nation, mais qui ne sont pas du tout contrôlés par la nation et par ses représentants. Alors, comment ce qui serait donc une transformation, on va dire, du sens même de l'utilisation de ces structures pourrait être opéré? Autrement dit, tu parles de contrôle citoyen. Comment est-ce que vous dessinez un peu justement une autre infrastructure de financement qui pourrait faire quelle proposition? Aujourd'hui, en gros, quel est finalement, dans les collectifs dont tu fais partie ou dans les réflexions de Dominique Plion, par exemple, comment est-ce que vous voyez justement ces priorités-là et comment justement on pourrait penser ces modes de financement, pas seulement justement pour aujourd'hui, mais pour se placer dans une perspective de moyen terme qui permettrait justement d'opérer cette bifurcation? Peut-être Dominique ou Jean-Philippe. Oui, je veux bien prendre la parole. En effet, nous pensons depuis longtemps que le pôle financier public est un instrument absolument central, stratégique, en particulier pour la bifurcation écologique et sociale, puisque c'est le principal investisseur de long terme public et que ces investissements publics sont absolument nécessaires et sont le fer de lance de la restructuration de l'appareil productif, restructuration aussi dans des tas de domaines comme les transports, comme la rénovation des logements, notamment de l'habitat social, etc. etc. Et donc là, nous pensons que ce pôle est un rôle majeur. Alors, il faut que ce pôle soit plus démocratique, comme Jean-Philippe vient de le dire, mais il faut également qu'il y ait les moyens financiers. Alors, ces moyens financiers, ça a été dit aussi par Jean-Philippe, c'est en premier lieu l'épargne populaire qui est collectée, mais nous pensons que c'est insuffisant. C'est-à-dire, c'est là qu'on fait rentrer en ligne de compte un autre acteur majeur qui est la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les acteurs publics comme la Banque publique d'investissement, par exemple, la BPI, puissent se financer auprès de la Banque centrale au même titre que le font les banques commerciales privées, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et donc, on pense qu'il y a des leviers qui n'existent pas ou qui ne sont pas utilisés
pour des raisons d'orthodoxie, entre guillemets, financière, c'est-à-dire qu'on veut minimiser la capacité de financement des acteurs publics auprès de la Banque centrale, alors qu'ils ont un fardeau très lourd, une charge très lourde, qui est précisément d'assurer le financement des investissements de long terme. Donc, nous pensons qu'il faut revoir l'articulation entre, d'une part, la Banque centrale, les acteurs publics financiers et aussi, d'ailleurs, l'État lui-même. Alors, l'État, un mot peut-être important, c'est qu'avec la crise à la fois financière de 2007-2008, puis la crise sanitaire, la pandémie que nous avons vécue en 2019, 2020 et jusqu'à maintenant, eh bien, l'État a développé des dépenses publiques importantes. Hein, et il y a eu cette politique de volonté de soutenir l'économie et avec un accroissement du budget et des déficits. Et ce qui est intéressant, c'est que l'orthodoxie aurait voulu que la Banque centrale ne finance pas ses dépenses. Or, on constate que la Banque centrale européenne, ce qui est une bonne chose, hein, mais c'est là que le néolibéralisme avait atteint ses limites, est intervenu massivement pour financer les déficits publics de l'ensemble des pays de la zone euro en achetant la dette publique, hein, et en créant de la monnaie en contrepartie. Alors, ça, c'est pour nous, au départ, on a considéré que c'était plutôt une bonne chose, sauf que ça a été fait d'une manière non discriminante. C'est-à-dire que la Banque centrale est intervenue sans poser des conditions, sans sélectionner les financements qui étaient prioritaires. Et là, on rejoint la question de la bifurcation écologique et sociale. Il aurait fallu que la politique de la Banque centrale à l'égard du pôle financier public, d'une part en France, mais aussi à l'égard des budgets, et du budget français en particulier, soit beaucoup plus sélectif en disant priorité absolue aux investissements de long terme tournés vers la bifurcation écologique et sociale, ce qui n'a pas été le cas. Alors pourtant, sous la pression des élus, mais aussi des organisations du mouvement social au sens large, il y a une pression très forte qui s'est exercée, qui a amené la Banque centrale à admettre que désormais, dans ses orientations, elle devait prendre en compte les questions écologiques et sociales, ce qui est une évolution importante. Sauf que, et je m'arrêterai là, malheureusement, depuis quelques mois, la Banque centrale européenne a décidé, comme d'autres banques centrales dans le monde, hein, à commencer par celle des États-Unis ou celle de l'Angleterre, à monter les taux d'intérêt en le faisant d'une manière non discriminée, c'est-à-dire que tous les financements subissent de plein fouet la hausse des taux d'intérêt, supposée lutter contre l'inflation, sans qu'il y ait une attention particulière, une priorité particulière donnée aux investissements écologiques et sociaux. Et c'est là qu'il y a une contradiction. La Banque centrale n'a pas rempli, quelque sorte, le contrat qu'elle avait annoncé, qui était de favoriser le financement de la transition écologique et sociale. Ok, merci. On a effectivement, on voit hein, les contradictions internes à la BCE et ce qui se passe dans l'Union européenne, sans doute, effectivement, est intéressant à suivre pour un peu comprendre où en sont les néolibéraux. Et dans ce que vous dites, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont à la fois porteurs d'un discours qui reconnaissent la réalité de la crise écologique et en particulier climatique et de la nécessité à agir, et en même temps pris quand même par des fortes limites. Donc, bon, peut-être discuter sur le tournant vert et ses limites au niveau de la BCE et de l'Union européenne. Mais peut-être avant cela, pour revenir un peu à ce que disait Jean-Philippe, c'est voilà, en gros, quels sont aujourd'hui, là, imaginons effectivement que soit constitué un tel pôle, comment est-ce qu'on pourrait, quelles seraient les priorités et ensuite les choses à moyen terme à faire à partir justement de ce que pourrait constituer comme richesse un tel pôle. Comment est-ce que vous voyez en gros ce pôle comme un outil dans la planification écologique?
Alors moi, je pense que d'abord, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui me paraît importante et intéressante, c'est que la particularité de ces institutions financières publiques que l'on voudrait voir réunies dans le cadre d'un pôle financier public, c'est qu'elles sont normalement placées sous le contrôle ou l'autorité spéciale du Parlement, et non pas de l'exécutif directement. Mais ce principe un peu fondateur, en tout cas pour la Caisse des dépôts, mais aussi c'est vrai pour BPI-France normalement, il a été totalement dévoyé. En fait, facialement, effectivement, ces institutions sont censées être placées sous le contrôle du Parlement, mais de fait, c'est Bercy qui, pour ce qui est des institutions d'État, contrôle en fait ces institutions et en oriente la politique. C'est Bercy, mais c'est surtout en fait aussi le marché. Parce que ça, c'est un autre problème sur lequel on voudrait agir, c'est que en fait, ces institutions financières publiques, pour publiques qu'elles soient, elles sont en fait totalement banalisées, ou en tout cas au moins partiellement banalisées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent suivant les mêmes critères comptables, financiers, suivant les mêmes objectifs financiers que n'importe quelle autre institution financière privée, poursuivant des objectifs mercantiles. Alors, ce n'est pas totalement le cas, fort heureusement, hein, puisque quelquefois elle agit dans un cadre réglementé pour financement. On va prendre l'exemple, par exemple, du financement du logement social. Là, la Caisse des dépôts, donc, qui est chargée de cette mission, elle agit dans un cadre réglementé, en donnant des prêts réglementés, assis sur une ressource, les livrets A, donc, qui sont eux-mêmes réglementés. Donc là, on reste dans un cadre public. Et d'ailleurs, ce système, il fonctionne très bien. Hein, si on regarde bien, on pourrait prendre comme exemple, en quelque sorte, le système de financement du logement social par la Caisse des dépôts sur ressources livrées A comme un exemple. Finalement, à peu près 80% du parc de logement social en France a été financé depuis maintenant la loi Loucheur, donc depuis 1894, pour être précis. Donc 80% du parc de logement social a été financé grâce à ce modèle économique. Donc, qui associe l'épargne populaire, la Caisse des dépôts qui garantit tout ça et qui l'oriente vers des investissements d'intérêt général. C'est aussi comme ça qu'a été financée l'électrification du pays au début du XXe siècle, qu'ont été financées beaucoup d'écoles primaires, etc. Donc, un système finalement régulé, placé sous contrôle public, qui articule à la fois des ressources garanties et des orientations vers des investissements d'intérêt général. Ce qu'on fait, ou ce qu'on a pu faire, et ce qu'on essaye encore de faire au niveau du logement social, on pourrait le faire par exemple sur la rénovation thermique des bâtiments. Et des logements. Accessoirement, si je prends ce seul sujet qui est très important dans le cadre de la bifurcation écologique, le besoin, la rénovation thermique d'un logement, c'est entre 30 et 40 000 euros à peu près. Si on estime qu'au moins il y a 5 millions encore de passoires thermiques, nous on pense qu'en fait on est plus près de 7 millions, mais bon, prenons le chiffre de 5 millions, vous voyez que ça fait quand même une somme de 200 milliards d'euros dont il faut réunir le financement, qu'il faut investir. Et donc ça renvoie par exemple à la nécessité de planifier et de programmer ces investissements et de faire qu'ils ne soient pas satisfaits dans le cadre de logiques de marché, de logiques concurrentielles où on va avoir beaucoup de pertes en ligne en quelque sorte, mais de le faire dans un cadre public régulé, contrôlé. Et on pourrait prendre les investissements dans l'éolien, les investissements dans les énergies renouvelables, on pourrait tirer le même type de raisonnement. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas puiser tout sur les ressources d'épargne populaire. Dominique parlait de l'impérieuse nécessité de s'articuler avec des types de financement européens type BCE. D'ailleurs, ça se fait sur certains objectifs. Il y a déjà l'articulation de financement BCE avec des financements, par exemple, ressources livrées A. Voilà des exemples d'activités, enfin d'investissements nécessaires dont on pourrait coordonner le financement sur le long terme en articulant des acteurs publics et des ressources, encore une fois, type BCE, mais aussi des ressources d'épargne populaire. Mais si je comprends bien, ça veut dire que les outils, les outils existent déjà en réalité. Donc du coup, quel est est-ce que tu dis, ça a été l'électrification, la construction du logement social, elles ont été rendues possibles grâce aux outils qu'on a encore sous la main, d'une certaine façon. Donc quel serait on va dire
qu'est-ce qu'on gagnerait en plus avec cette proposition de rassemblement dans un pôle public unique par rapport à la situation, par rapport à la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'atteler à déjà les institutions existantes pour les utiliser dans une bonne direction, on va dire? Oui, alors je pense qu'il est important de coordonner l'action de l'ensemble des acteurs publics dans le domaine financier parce que pour le moment, on se retrouve avec des acteurs qui sont quelquefois en concurrence. Hein, y compris, ils sont même parfois en concurrence alors qu'ils appartiennent au même groupe. Alors, nous, on a connu ça sur certains secteurs. Par exemple, il y avait 2 filiales de la Caisse des dépôts qui étaient importantes sur l'activité d'ingénierie, justement liée à la transition écologique et énergétique. C'était la SET, Société d'équipement du territoire, et Aegis. Et les deux se retrouvaient en concurrence sur les mêmes marchés, mais en concurrence non pas par rapport à des objectifs d'intérêt général, d'utilité publique et sociale, mais par rapport à des critères de rendement financier. Je vais prendre aussi l'exemple de BPI France. On a constaté là, par exemple, sur le premier semestre 2022, BPI France dégage un rendement de 7,8% de l'ensemble des opérations d'investissement et des opérations financières qu'elle réalise. 7,8%. La moyenne sur la même période pour l'ensemble du système bancaire français, c'est 7,2%. C'est-à-dire qu'une institution financière publique, finalement, aboutit à la production d'un taux de rendement qui est supérieur aux banques qui exercent une activité banalisée. Donc, c'est bien là qu'il y a cette question de lutter contre la banalisation de ces opérateurs, leur soumission aux logiques du marché et les ramener vers, par la loi, hein, bien sûr, ça exige ça des aménagements légaux, mais les ramener vers des logiques d'utilité publique et sociale qui soient aussi évaluées. C'est très important, la question de l'évaluation et des indicateurs, qu'on puisse effectivement évaluer l'utilité publique et sociale des opérations qui sont conduites par BPI France, par la Caisse des dépôts, etc., sur le champ des missions qui leur sont confiées. Et c'est très important et très facile à voir aussi sur le chantier de la bifurcation écologique. On peut assez facilement mesurer, effectivement, à partir des investissements qui sont faits, la façon dont on progresse dans tel ou tel objectif d'intérêt général sur ce champ-là. Ok. Alors, les choses, effectivement, c'est clair un peu. Il y a une autre dimension, à mon avis, qu'il faut évoquer. C'est une question un peu posée à vous quatre. C'est effectivement, on parle de la bifurcation. On a effectivement une dimension étatique, et Dominique a soulevé aussi la question de la responsabilité des États. Pour autant, effectivement, on sait que ces enjeux, notamment parce qu'ils touchent l'organisation des territoires, des villes, etc., se posent énormément d'un point de vue local, d'un point de vue régional. Par ailleurs, on connaît les limites de la planification très centralisatrice. Comment est-ce que la question des financements, à la fois, et de la question de la fiscalité, la question d'un pôle financier, comment est-ce que vous pensez la question, on va dire, des différentes échelles, à la fois, effectivement, on pourra y revenir aussi au niveau continental européen, parce que malgré tout, je pense qu'il y a des petits blocages à évoquer, mais aussi comment est-ce qu'un État peut faire par rapport à des régions, à des municipalités, quelle est sa capacité d'action, mais aussi quelle est la capacité d'action de ces institutions régionales ou plus locales d'agir dans cette période, parce que on voit beaucoup quand même d'orientations aussi, notamment pour organiser certain nombre de transitions qui se discutent à l'échelle locale. Est-ce que c'est vain finalement, parce que tout dépendrait de cette question de financement que vous avez évoquée les uns les autres, ou est-ce qu'il y a aussi des marges de manœuvre, y compris fiscales, qui peuvent se jouer là? Qui veut peut-être commencer? Vincent? Ophélie? Oui, enfin... Commencer. Vas-y, Vincent. D'accord. Non, mais deux mots, c'est-à-dire que quand on voit l'évolution des finances locales, et on parlait tout à l'heure de la suppression de CVE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on a supprimé la taxe d'habitation, le gouvernement s'en est vanté, même si ça n'a pas concerné les plus pauvres. Bref, on a resserré les taux autour des marges de manœuvre que pouvaient se donner les collectivités locales. Donc déjà, il y a un premier point de mécontentement. Le deuxième point, c'est que dans le cadre de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la stratégie du gouvernement en matière de finances publiques,
l'effort, comme il dit, de réduction de la dépense publique. Donc, et pour ça, il passe par des contrats, notamment, et puis il a fixé un objectif d'évolution des dépenses publiques locales pour les associer, si j'ose dire, à la rigueur et à l'austérité. Donc, du coup, les marges de manœuvre, elles se réduisent sur le champ des finances publiques, avec des effets pervers. Hein. C'est-à-dire que ça va toucher les services publics locaux, comme les crèches, par exemple, et ça va toucher l'action sociale locale, qui est quand même assez importante. Donc, il va y avoir des dommages collatéraux sociaux, mais comme dans toute politique de rigueur et d'austérité, ça creuse les injustices et les inégalités. Ce qui veut dire que par rapport aux enjeux en matière de bifurcation écologique, c'est plus qu'inquiétant. Ok. Bon, j'espérais avoir un peu d'espoir, mais non, c'était plutôt de l'inquiétude. Ophélie. Oui, Vincent a été plutôt complet sur la réponse, effectivement, mais j'en parlais déjà avant. Dans les propositions, on a effectivement une contractualisation de plus en plus forte entre les communautés locales et l'État. Ça, c'est très contre-productif, y compris dans un cadre austéritaire. Ça, c'est ce que Vincent vient de vous dire. Du coup, ce qu'on prône, c'est une véritable rénovation de la fiscalité locale. Ça, c'est quelque chose qui doit être dans les choses concrètes et à très court terme. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Effectivement, la fiscalité écologique actuellement, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, elle est inégale territorialement et il faut prendre ça en compte. Du coup, dans les propositions, mais ça, vous retrouvez ça dans la note en fait, dans les propositions concrètes, y compris sur des mesures fiscales et dans le cadre de la fiscalité écologique qui soient plus justes, il faut prendre en compte ces différences en fait territoriales et ça se prend en compte en établissant des taxes. Je prenais l'exemple de la TICPE, des taxes justes qui prennent en compte les diversités territoriales et sociales et environnementales. Je m'en arrête là. Alors, sur la question, on peut avoir effectivement la même réflexion sur la question du pôle financier. Et je reviens un peu à cette idée qu'évoquait Jean-Philippe, de contrôle citoyen ou en tout cas de dispositif qui permettrait justement d'échapper un peu en gros au pouvoir de la technocratie de l'État pour ces questions-là, qui sont par ailleurs quand même des questions compliquées et qui quand même sont liées à des sommes gigantesques. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses et comment vous voyez cette question-là aussi à différentes échelles, Dominique ou Jean-Philippe? C'est clair que, par exemple, on sait très bien que depuis longtemps, que la transition, à l'époque, on parlait du développement durable dans les années 80, mais après, à chaque fois, on s'est rendu compte que pour qu'une transition écologique soit réussie, il faut qu'il y ait une condition de démocratie et une implication des acteurs à toutes les échelles territoriales, et en particulier au niveau local. Et donc, le grand problème aujourd'hui en France, c'est que nous avons une administration très verticale, très autoritaire, et que les pouvoirs des collectivités locales et des citoyens, donc les élus locaux et les citoyens, sont souvent très, très, très limités par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays plus décentralisés, par exemple comme en Allemagne. Et donc là, il y a un vrai problème de démocratie. Alors, on a vraiment besoin de la transition écologique et sociale, la bifurcation écologique et sociale implique clairement un autre modèle de gouvernement, avec beaucoup plus de participation des usagers, des salariés, des différents acteurs concernés. Et aujourd'hui, il y a un déficit absolument considérable. C'est pour ça que quand nous prenons dans la fin de notre note le développement de la planification écologique et sociale, qui n'a strictement pas grand-chose à voir avec l'actuelle planification écologique du gouvernement, d'ailleurs, qui est très technocratique, eh bien, on veut une planification écologique et sociale qui permette précisément, qui soit aux différentes échelles territoriales et qui permette d'impliquer les différents acteurs. S'il n'y a pas d'implication à la décision, de participer à la décision, eh bien, les gens se sentiront moins concernés dans les efforts, par exemple, de sobriété, dans les efforts pour redéployer, changer leurs habitudes, leur mode de vie, etc., pour adapter aux besoins et aux impératifs
de la transition. Et donc, une des réponses, c'est une planification écologique et sociale démocratique, quoi. Démocratique et décentralisée, ce qui pour le moment est absolument pas le cas dans le schéma qui nous est proposé par l'actuel gouvernement. Et un autre point qui nous paraît extrêmement important, c'est la question de la justice. C'est-à-dire qu'il faut que la transition soit réussie, il faut que les citoyennes et les citoyens aient l'impression que les efforts qu'ils font et l'adaptation qu'ils font et qu'ils vont être amenés à faire de plus en plus sont justement partagés. Et ça sera d'autant plus considéré comme justement partagé que les citoyens auront pris part d'une manière ou d'une autre aux décisions. Et alors qu'ils auront l'impression que vraiment leurs propositions, leurs demandes seront prises en compte. Et c'est pour ça que l'échec relatif de la Convention citoyenne sur le climat, même si elle a apporté la démonstration que des citoyens et des citoyennes n'étaient pas spécialisés dans les questions écologiques et sociales, pouvaient faire des propositions très intéressantes, on peut la considérer comme un échec dangereux parce que la manière dont le pouvoir s'en est servi et à des fins de communication sans véritablement appliquer et respecter profondément les propositions, c'est quelque chose qui est un précédent qui pourrait décourager pas mal de bonne volonté. Donc voilà la dimension démocratique est absolument essentielle. Mes camarades ont parlé tout à l'heure de la nécessité de démocratiser le budget. Et je pense que là, il faut aussi penser à la démocratisation des financements, c'est-à-dire de plus en plus avoir des financements locaux, des financements participatifs. Tout ça, c'est des éléments importants qui, malheureusement, n'existent pas aujourd'hui dans le contexte actuel, ou pas assez. Jean-Philippe, quelques mots peut-être sur ces enjeux d'échelle et de démocratie? Oui, non, mais absolument, je partage totalement ce que vient de dire Dominique. Alors là-dessus, on a aussi des points d'appui institutionnels concrets dont on pourrait envisager d'augmenter l'intervention justement par rapport à ces questions. Je pense au CESE, au Comité économique, au Conseil économique et social et environnemental, et puis à sa traduction régionale avec les CESER, où en fait CESE et CESER font souvent gros travail d'exploration de problématiques au service de la nation, et ces travaux ne sont pas connus et ils n'ont en fait aucun effet réel sur la réorientation de politique publique, qu'elle soit locale ou qu'elle soit nationale. On peut aussi penser, Dominique parlait de la question du climat, enfin le Conseil citoyen pour le climat, c'est malheureusement un mauvais exemple, mais finalement il y a aussi d'autres institutions, je pense au Conseil national de l'habitat par exemple sur la question, etc., où les associations, les représentants des citoyens sont associés, mais finalement ont le droit à la parole, mais ceci n'a aucun effet sur la réalité aussi des politiques publiques qui sont conduites. Donc il y a retisser un peu le lien démocratique à l'échelle locale comme à l'échelle nationale et faire que les travaux de ces conseils, quand ils existent, eh bien, on les exploite un peu plus, on en tienne un peu plus compte. Et il y a aussi, je reviens, là, je sors de la question démocratique, mais par rapport, pour revenir à la question des territoires, je pense que ce que dit Dominique, c'est essentiel. C'est vrai qu'il faut arrêter d'avoir une vision centrale, jacobine, très lointaine finalement, dans la programmation des investissements, qu'il importe que les collectivités locales les plus proches finalement des lieux d'investissement considérés puissent jouer leur rôle, que les associations et les habitants locaux puissent être davantage consultés. Je pense on peut prendre l'exemple de la problématique de la prochaine loi là, sur le développement des énergies renouvelables, et notamment de la programmation de l'éolien, d'où on pose comme essentiel le fait que effectivement l'étape de concertation, d'évaluation publique, des besoins, etc., associant normalement les habitants à la mise en œuvre d'un investissement, elle ne soit pas systématiquement chantée ou contournée, parce que au prétexte qu'il faut aller vite, maintenant il y a souvent
effectivement, et ça transparaît dans le projet de loi sur le développement des énergies renouvelables, on chante un peu, on contourne l'idée d'association des citoyens à la définition des projets, alors qu'en fait, on considère, nous, que écouter mieux les citoyens lors qu'un projet d'investissement et d'intérêt public est envisagé, c'est peut-être gagner du temps, in fine, sur la réalisation de cet investissement en travaillant sur son acceptabilité sociale en amont plutôt qu'être confronté à des conflits durant le développement du projet. Donc, il y a toutes ces... Et ça, par exemple, des institutions comme la Caisse des dépôts peuvent, dans leurs critères d'investissement, eh bien les insérer et faire qu'effectivement, la logique d'appropriation citoyenne, de concertation, elle soit respectée dans le déclenchement des investissements. Merci. Alors, on se dirige vers la fin. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Donc, on a parlé du projet de loi PLF, mais on a aussi derrière le PLFSS, concernant la sécurité sociale. Quel est le rapport finalement entre ces deux aspects? Est-ce que, bon, on imagine bien que les logiques du gouvernement sont pas très différentes dans l'un et dans l'autre, mais en gros, qu'est-ce qui fait un peu la particularité du PLFSS, et surtout peut-être quels sont les enjeux devant nous, hein, puisqu'on sait très bien que la question des retraites est dans le cerveau de tous nos gouvernants. On sait bien que cette question du financement est un enjeu majeur dans cette question des retraites, puisque c'est l'argument de toute façon du gouvernement pour dire qu'il faut absolument faire évoluer le système et allonger la durée de cotisation. Donc, Ophélie ou Vincent, comment est-ce que vous voyez finalement l'articulation et les enjeux qui sont devant nous, hein, puisqu'on a été un peu privé de débat sur le budget à cause du 49.3. Donc, peut-être que les choses vont se rouvrir dans les prochaines semaines. Oui, alors bon, quelques mots. Tout à l'heure, on évoquait l'obsession du gouvernement de réduire la part des dépenses publiques dans le produit intérieur brut. Quand on dit ça, il faut bien avoir à l'esprit que c'est à la fois les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales, on a dit un mot, et les dépenses de la sécurité sociale. C'est cet ensemble consolidé qui forme les dépenses publiques. Et quand le gouvernement dit au niveau de l'Union européenne ou dans ses lois de finances qu'il faut revenir sous 3% de déficit du produit intérieur brut, il englobe également les finances sociales. Donc ça, c'est une dimension très importante, puisque les finances sociales, c'est bien plus important que les finances de l'État. On est à 550 milliards pour les finances sociales et on est à peine à 400 milliards pour les dépenses de l'État. Donc, ce qui explique que dans le PLFSS, notamment, l'objectif l'ONDAM, comme on dit, des dépenses de l'assurance maladie, a une évolution inférieure aux besoins. Et ça a mécontenté d'ailleurs des députés. Et la preuve en est, c'est que Elisabeth Borne a mis son 49.3 il y a quelques heures, pour ainsi dire, sur l'ensemble du PLFSS. Donc, il faut avoir ce cadre en tête parce que c'est malheureusement déterminant et très structurant. Pour ce qui est des retraites, on se dirige manifestement vers un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif en début d'année. Pourquoi ça? Pourquoi le PLFSS rectificatif? Pour une raison très tactique, c'est que dans la majorité, il y avait des voix qui disaient qu'il fallait pas passer par un amendement au PLFSS, mais ça permettra également au gouvernement d'engager sur 49.3. Et pour faire court sur cette question-là, l'idée est toujours la même, c'est de stabiliser et de réduire la part des retraites dans le produit intérieur brut, malgré des projections du Conseil d'orientation des retraites à l'horizon 2070, plutôt rassurantes, on va le dire comme ça. Et d'ailleurs, si on voulait financer dans le système actuel, ça serait aux alentours d'une vingtaine d'euros de cotisation patronale de hausse par an. Évidemment, le gouvernement ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires, donc ne veut pas augmenter les cotisations sociales, et donc ne veut pas sauvegarder de fait le système par répartition et le système pour les fonctionnaires. Et donc, on le voit bien d'ailleurs, il a été gêné aux entournures, il pensait faire valoir un grand besoin de financement, et puis comme les projections du corps étaient plus rassurantes que prévu, et sur un horizon assez long, il a dit mais il faudra quand même financer l'école et l'éducation. Donc il a changé de pied, tout simplement parce qu'il ne veut pas poser la vraie question qui vaille, la répartition des richesses, qui passe notamment par une réforme du système de prélèvement, et il pourra peut-être en dire aussi un mot, mais par la question des salaires, qui aujourd'hui est évidemment le grand sujet social du moment. Ophélie?
Oui, Vincent a été très complet sur sa réponse sur le PLFSS et sur les retraites, puisque effectivement le modèle actuel il est totalement soutenable en fait, et donc la réforme elle est totalement illégitime. Donc ça c'est un des grands combats du mouvement social et aussi de l'association Attaque dans les semaines à venir. Et effectivement la question des salaires dans un contexte actuellement inflationniste, mais là on vous renvoie également vers des écrits de l'association d'Attaque et de l'Observatoire de la justice fiscale. C'est un des grands combats aussi du moment, puisque actuellement, on nous dit que l'augmentation des salaires ferait une bulle inflationniste assez vicieuse. Or, non, pas du tout. C'est totalement démontré. Et actuellement, pour lutter véritablement contre l'inflation et redonner du pouvoir d'achat, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, éviter de recreuser plus les inégalités sociales et fiscales, la question des salaires est une question qui est primordiale. On revient sur des initiatives, y compris celle de la marche contre la vie chère. Enfin voilà, actuellement, c'est un des sujets majeurs, salaire et retraite, minima sociaux, tout ça lié, ça fait partie des enjeux du moment, effectivement. Merci, on va s'arrêter là, mais ça fait une très bonne transition pour une petite annonce, on va dire, pour la suite de notre programme, puisque le prochain webinaire du Conseil scientifique d'Attaque sera consacré justement à la question des retraites, à la fois pour comprendre et se former sur comment ça fonctionne finalement notre système de retraite par répartition, comment elles sont financées, et puis bien sûr contribuer à la campagne qui va sans nul doute démarrer dès le mois de novembre pour défendre notre système de retraite et améliorer l'existant. Donc ce prochain webinaire aura lieu donc à 18h30 le 22 novembre, bien sûr, on le rappellera sur notre site et nos réseaux sociaux. Et puis, une actualité sociale aussi qui n'est pas celle des financements et de la fiscalité, mais qui a tout à voir avec la question de la planification écologique, c'est que samedi se tiendra une nouvelle grande manifestation dans les deux contre les projets de méga-bassines, donc d'immenses retenues d'eau qui visent à en gros, maintenir coûte que coûte l'agriculture productiviste. Et on sait très bien que, bien sûr, cette agriculture, c'est elle qui pompe non seulement l'eau dans les nappes phréatiques, mais également toute une partie du financement qui pourrait être attribué à la transition dans le milieu agricole. Et donc, Attaque sera présent aux côtés des autres manifestants, des autres contestataires contre cette exploitation de nos ressources en eau. Merci à nos intervenants, merci à Vincent, à Ophélie, à Jean-Philippe, à Dominique, et on se retrouve très bientôt sur les webinaires et dans les mobilisations sociales. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'aller lire la note que nous avons publiée qui recèle plein de formations et de propositions. Donc, reste à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.